Salut, je suis Kristen. J'aime mon nom. Je suis une adolescente de 17 ans. Assez âgée pour mieux le connaître, mais encore trop jeune pour s'en soucier. Je suis charmante et belle. Récemment, j'ai déménagé dans une toute nouvelle maison à Moscou. Je suis la réceptionniste en chef d'un restaurant en même temps que je fais mes études secondaires. J'ai atteint ce stade après avoir été victime de la mauvaise vie que ma mère adoptive m'a infligée avec force. J'ai passé les 2 pires années de ma vie avec cette dame. J'ai été adoptée dans un orphelinat à l'âge de 15 ans par une dame. Je l'ai immédiatement appelée maman sans aucune hésitation. J'étais heureuse d'être adoptée par quelqu'un et aimée aussi. Ma mère n'était pas une personne riche. Elle avait une petite maison, mais j'ai été traitée comme une princesse dans ma nouvelle maison. Elle m'aimait inconditionnellement. Elle a exaucé tous mes vœux. Je me suis sentie la plus chanceuse. Mais plus tard, son comportement a changé. Elle a commencé à me forcer à faire les choses qu'elle aimait et qu'elle voulait. Elle m'a retirée de l'école et a arrêté mes études. Elle a commencé à me mettre au régime, à me donner des soins de beauté. Peut-être ne faisait-elle pas cela pour ma santé et ma beauté. Elle avait quelque chose de dangereux en tête. Un jour, maman m'a donné une robe et m'a ordonné de me préparer. Je n'en avais aucune idée. Quelqu'un était venu me chercher, je ne les connaissais pas. Ma mère m'a forcée à aller avec eux. Quand j'ai essayé de m'opposer à elle, elle m'a giflé sans pitié. Je devais y aller. Mais j'avais un mauvais pressentiment. J'étais impuissante. Je devais partir. On m'a emmenée dans un grand manoir. C'était un endroit riche, moderne, élégant et sans goût, opulent. Un grand homme, beau mais âgé, est venu me voir et m'a emmenée dans une chambre. J'avais peur. J'étais piégée. J'ai été forcée de me déshabiller et j'étais impuissante. Je suis revenue à la maison le lendemain, très effrayée et en larmes. Je voulais crier. Je voulais pleurer à haute voix. Je voulais lui demander pourquoi elle m'avait fait ça. Mais j'avais peur. Et j'ai décidé de l'oublier comme un mauvais rêve et de continuer ma routine de vie. En l'espace de 2 jours, maman a refait la même chose. Elle m'a donné une nouvelle robe et m'a ordonné de me préparer. J'étais complètement hors de moi à présent. Je m'y suis opposée sans crainte et je lui ai dit que je n'irais pas à n'importe quel prix. Je ne l'ai même pas laissé me gifler. Je suis devenue courageuse pour moi-même. Mais elle m'a menacée de m'abandonner si je refusais de le faire. J'avais peur, car je ne savais pas où aller, ou, si elle le faisait, qu'est-ce que je ferais? Je ne suis pas si âgée pour prendre soin de moi. Alors j'ai accepté. À partir de ce jour, pendant les 2 années suivantes, j'ai été utilisée pour lui faire gagner de l'argent. Je ne sortais qu'avec des millionnaires, c'était une bonne source de revenus pour elle. Encore une journée comme les autres, mais cette personne riche était différente. Il m'a emmenée dans la chambre, mais m'a trouvé de l'âge de sa fille. C'était un homme célibataire qui vivait avec sa fille. Il m'a demandé mon âge et il a été choqué. Il m'a emmenée chez lui. Il m'a présenté à sa fille et il a réussi à me mettre à l'aise. J'étais beaucoup mieux après qu'il m'ait demandé pourquoi je faisais cela et qu'il ait découvert tout ce qui me concernait. Il m'a consolée. Il m'a offert un emploi à temps partiel dans son restaurant et m'a promis de faire toutes les dépenses nécessaires pour mes études. Il m'a permis de vivre dans sa maison pendant quelques jours avec sa fille. J'étais convaincue. Je l'ai appelé Ange. Plus tard, Ange m'a aidée à intenter un procès contre ma mère adoptive et elle a été arrêtée. Une nouvelle ère commença dans ma vie. J'étais heureuse et reconnaissante envers Ange. J'ai repris mes études et j'ai aussi fait un travail à temps partiel. Je gagnais beaucoup d'argent grâce à ce travail et Ange m'a aidé à trouver un nouveau foyer à Moscou, près de son manoir. Ne porte pas le crime avec toi. Tu es le seul responsable de ton état, pas celui qui t'offense. N'attendez pas que la magie change votre vie. Tout le monde ne peut pas obtenir Ange comme Kristen. Battez-vous pour vous-même. Salut, je m'appelle Eugène et j'ai 17 ans.
Tu veux entendre une histoire qui te fera tomber la mâchoire ? Je ne suis pas le meilleur élève de la classe, et je ne dirais pas que mon comportement est plus correct. Mais il y a une raison à cela. J'ai une cousine qui a toujours été un élève modèle. Mes parents ont toujours fait d'elle un exemple et elle me regardait avec dédain. Et c'est très ennuyeux quand on fait l'éloge de quelqu'un d'autre devant vous alors que vous êtes abreuvé de conneries. Ma cousine s'appelle Olivia. Elle a quelques années de plus que moi, elle est magnifique et elle vient d'obtenir son diplôme de l'Institut pédagogique. Et savez-vous où elle a été envoyée pour exercer ? Dans mon école. Notre ancien professeur a démissionné et ma cousine va enseigner la chimie. Je veux dire, ce n'est pas suffisant pour moi que mes parents la montrent toujours en exemple. Mais maintenant, elle va aussi me donner des cours. Eh bien, cousine, voyons qui gagne. Quand elle est entrée dans ma classe, toutes les bouches des gars se sont ouvertes. Pour être honnête, il y avait beaucoup à voir. Le style vestimentaire officiel ne faisait que mettre en avant son corps. Maintenant, toute la classe est amoureuse d'elle. Même la brute la plus téméraire voulait des enfants d'elle, et il s'imaginait déjà en train de préparer le dîner et de courir dans la maison dans un costume de ménagère, assurant la propreté et le confort pendant qu'Olivia s'allongerait sur le canapé et regarderait la télévision. De quoi est-ce que je parlais ? Oh, oui. Ma cousine est entrée dans la classe et a immédiatement commencé à faire semblant d'être un professeur strict. Vous savez, un regard sévère et froid, un ton de discours brisé et hautain. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite ? Elle a décidé de nous interroger sur le sujet de la leçon précédente et à qui a-t-elle demandé de faire le résumé ? Bien sûr qu'elle me l'a demandé. Je suis instantanément devenu la risée de toute la classe, bien que mes camarades de classe ne savaient pas encore qu'Olivia était ma cousine. Elle a essayé de me faire mal voir pendant les cours suivants, a sous-estimé mes notes, puis a discuté de mes résultats avec mes parents lorsque nous sommes allés rendre visite à ma tante. Grâce à Olivia, ma vie est devenue un véritable enfer. Naturellement, je voulais me venger d'Olivia, alors voilà ce que j'ai fait. Lorsque mes parents et moi sommes allés leur rendre visite, j'ai secrètement pris le téléphone de ma cousine, qui était posé sans surveillance dans une autre pièce, et j'ai commencé à le fouiller pour y trouver au moins quelques informations compromettantes. Il y avait surtout des photos de conférences, mais au bout d'un certain temps, jackpot. Dans sa correspondance avec son petit ami, elle lui a envoyé des photos intimes. J'ai été choqué de voir comment mon intelligente cousine pouvait se photographier aussi ouvertement. Je me suis rapidement envoyé ces photos à moi-même et je suis retourné à la table. J'avais maintenant toutes les cartes en main. Et vous savez, il m'a fallu beaucoup de temps pour décider quoi faire de ces informations. Faire chanter ma cousine ou envoyer ces photos à toute la classe. Les deux options étaient mauvaises, mais c'était la faute d'Olivia. Son attitude à mon égard m'a obligé à prendre de telles mesures. Quelques jours plus tard, en classe de chimie, Olivia m'a une fois de plus ridiculisé devant tout le monde. Mais cette fois, j'étais prêt. J'ai ouvert le chat de notre classe et j'ai envoyé des photos candides de leur professeur préféré. Vous auriez dû voir les yeux des camarades de classe et voir à quel point ma cousine avait l'air stupide maintenant. Elle ne se doutait encore de rien et a continué à donner la leçon. Tous les camarades de classe ont gloussé et se sont regardés. Cela a énervé Olivia, mais personne ne lui a dit la raison de ses sourires. Eh bien, cousine, qui a gagné maintenant ? Après l'école, la classe et moi avons décidé de ne pas dire à Olivia que ces photos nous appartenaient, mais de les garder au cas où. Ma cousine nous enseigne toujours la chimie et n'y connaît rien. Bien sûr, j'ai un peu honte d'avoir fait ça à ma cousine, mais elle m'a forcé à franchir une étape aussi mesquine. Écrivez dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une jeune policière de 21 ans. Bien que je sois très jeune de par ma stature, vous auriez du mal à croire que j'ai déjà 21 ans. J'aime vraiment mon travail et je fais toujours de mon mieux, mais mes collègues se moquent de moi et me sous-estiment, parce que je suis la plus jeune et la plus faible d'entre eux. Il y a quelques mois de cela, nous avons reçu un rapport concernant une jeune fille de 14 ans qui est tombée enceinte dans un internat pour femmes alors qu'elle séjournait au foyer de l'école. Ce cas m'a intéressée car je me demandais comment elle avait pu tomber enceinte au milieu de filles. Heureusement, j'ai été chargée d'enquêter sur cette affaire. Non pas parce qu'ils avaient confiance en moi, mais parce que j'étais une femme. Au début, je ne voulais pas m'occuper de l'affaire, mais en rentrant chez moi, une idée m'est venue à l'esprit alors que j'étais allongée sur mon lit. J'ai rapidement sorti mon ordinateur portable et j'ai fait quelques recherches sur l'école. J'ai appris qu'il y avait un poste vacant de professeur d'histoire. Sans hésiter, j'ai postulé et heureusement j'ai obtenu le poste après avoir passé l'entretien en ligne. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'une autre élève de l'école était tombée enceinte. J'ai alors décidé de vivre à la résidence des enseignants, la plus proche de celle des élèves, afin de pouvoir suivre de près les enseignants et les élèves masculins. Après quelques semaines de séjour dans ce foyer,
j'ai réalisé que ce n'était pas l'un des enseignants qui avait mis enceintes les jeunes filles, car il n'était pas autorisé à s'approcher du foyer des filles. Mais les enseignantes, si. J'ai commencé à soupçonner les élèves et les enseignantes. Je me suis liée d'amitié avec certaines élèves qui séjournaient dans le foyer, tout en menant judicieusement mon enquête. Au cours de cette enquête, j'ai rencontré une élève appelée Margaret et je lui ai demandé si certaines enseignantes avaient déjà dormi dans leur foyer. Elle m'a répondu qu'aucune enseignante n'était venue dormir dans leur foyer. Je me suis alors concentrée sur les élèves. Margaret était l'élève que j'aimais le plus parce qu'elle était brillante, amicale et intelligente. Un jour, par un bel après-midi, je suis rentrée dans les toilettes des filles. J'étais heureuse de n'y trouver personne car elles étaient encore en classe. J'ai donc secrètement installé une caméra sans fil dans la cuvette des toilettes des filles, parce que je soupçonnais que, sur plus de 500 femmes de l'école, l'une d'entre elles devait être en fait un homme, déguisé en femme. J'étais confuse, car je pensais que cela ne pouvait être possible, mais j'ai quand même continué à travailler à l'école, en tant qu'enseignante. Chaque jour, après la fermeture de l'école, je sortais mon ordinateur portable à la résidence et je commençais à regarder tout ce qui s'était passé dans les toilettes des filles pendant des heures de cours et après. Un jour, 2 filles sont entrées dans la salle de bain en même temps. Je n'ai pas été surprise de les voir rentrer ensemble, mais j'ai continué à regarder. Et j'ai vu ces 2 filles prendre des selfies avec leur téléphone pendant environ 5 minutes. Elles ont ensuite discuté des professeurs sur lesquels elles avaient le béguin. L'une d'entre elles a dit que cela ne la dérangerait pas de sortir avec l'un des professeurs s'ils n'étaient pas mariés. Je souriais en les regardant toutes les 2 rire en sortant. Quelques minutes plus tard, une fille est entrée dans la salle de bain. Je l'ai observée de près et constaté que c'était Margaret. J'ai souri en la voyant. Je n'ai pas pris la peine de la regarder. J'ai laissé l'ordinateur portable et je suis allée vers la cuisine. Après avoir cuisiné, je suis retournée jeter un coup d'œil. Et Margaret était encore là. Elle venait de finir de lire ses livres et elle se déshabillait pour prendre son bain. Soudain, j'ai vu Margaret enlever sa perruque. Je me suis demandé pourquoi elle mettait une perruque alors qu'elle était en décolleté. Je pensais qu'elle serait plus belle sans perruque, mais étonnamment, elle avait l'air si différente. Elle a alors retiré ses vêtements et j'ai vu quelque chose qui m'a abasourdi. Margaret avait des chaussettes à l'intérieur de son soutien-gorge. J'ai été choquée de voir que Margaret n'avait pas de poitrine. Elle a enlevé sa jupe et j'ai vu sa virilité. C'est ce qui m'a le plus choquée. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai continué à l'observer jusqu'à ce qu'il ait fini de prendre son bain, qu'il se soit habillé et qu'il ait quitté la salle de bain. Le lendemain, j'ai appelé Margaret et lui ai demandé où elle lisait ses livres. Elle a ri et m'a répondu qu'elle lisait dans la salle de bain parce que son foyer était toujours bruyant. Je lui ai demandé si elle savait qui avait mis enceinte les 2 filles du foyer de l'école. Elle m'a répondu qu'elle n'en avait aucune idée et est immédiatement partie. Je suis retournée dans la salle de bain et j'ai pris la caméra dans la cuvette des toilettes. J'ai appelé mes autres collègues pour les informer que j'avais déjà un suspect. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à l'école. Tout le monde, y compris les professeurs, se sont rassemblés. Mes collègues et moi nous sommes mis devant eux. J'ai enlevé mes vêtements et tous les élèves et les professeurs ont été stupéfaits de voir un professeur d'histoire en uniforme de police. Je leur ai alors expliqué que j'ai appris que tous les élèves n'étaient pas que des filles pendant mon enquête. Et je leur ai dit que j'avais confirmé que tous les élèves de l'école n'étaient pas des filles et que c'était la raison pour laquelle 2 filles de l'école étaient tombées enceintes dans les foyers de l'école. Cela a provoqué un tumulte et elles se sont mises à murmurer. J'ai souri et je suis allée au milieu des élèves pour repêcher Margaret. Le silence régnait à nouveau et tout le monde avait l'air si confus quand j'ai enlevé la perruque de Margaret. Ils ont alors réalisé qu'il ne ressemblait pas à une fille. Je lui ai ordonné d'enlever ses vêtements. Au début, il était réticent, mais il les a vite enlevés quand j'ai armé mon fusil. Tout le monde s'est exclamé quand il a révélé sa poitrine plate et quand ils ont vu la trace de sa virilité. Il a avoué que les 2 filles qu'il avait mises enceintes étaient ses colocataires et il avait menacé de les tuer si elles révélaient sa véritable identité à qui que ce soit. Il a poursuivi en disant qu'il avait fait tout cela pour venger l'expulsion de sa sœur de l'école il y a quelques années. Il a déclaré que son vrai nom était Harry. Harry a ensuite été arrêté et emmené au poste de police. J'ai expliqué à mes collègues mon infiltration en tant que professeur et que j'avais aussi installé la caméra dans la cuvette des toilettes. Ils m'ont tous applaudi et j'ai été promue au poste d'inspectrice. Salut à tous, je m'appelle Rose et j'ai 21 ans. Malheureusement, ma vie n'est pas aussi parfaite que cette belle fleur. Vous le savez peut-être tous, on nous apprend que nous devons aimer notre mère parce que c'est la première personne à avoir pris soin de vous et qu'elle a toujours été là pour nous quand nous avons eu besoin d'aide. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous pensez peut-être tous que je suis une sorte de monstre pour avoir dit ça, mais écoutez-moi, je ne sais pas si elle était mentalement dérangée ou quoi, mais elle m'a détestée dès le début.
Eh bien, l'histoire commence comme ça. Ma mère a rencontré mon père au lycée, ils étaient tous les deux jeunes et s'aimaient. Malheureusement, ma mère est tombée enceinte de moi et mon père n'était pas prêt à assumer la responsabilité de son propre enfant. Il a abandonné ma mère et l'a quittée sans lui verser de pension alimentaire. Ma mère a essayé différentes méthodes d'avortement, mais elle en était déjà à la 3e semaine de sa grossesse. Les médecins ont affirmé que si elle se faisait avorter, il était très probable que sa santé se détériorerait et qu'elle souffrirait de divers autres problèmes dans un avenir proche. Elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Elle a donc renoncé à cette idée et m'a donné naissance. Ma mère a même essayé de m'abandonner à l'hôpital après m'avoir donné naissance. Elle ne voulait même pas voir mon visage ou me prendre dans ses bras comme le ferait une mère. Mais à ma grande chance, l'infirmière l'a arrêtée en chemin et lui a mis son bébé dans les mains, en lui disant qu'elle devait porter son enfant où qu'elle aille. Bien sûr, en réalité, elle ne voulait pas de moi. Elle n'avait pas d'autre choix que de me ramener à la maison avec elle. Pour autant que je sache, personne dans ce monde n'a une mère comme la mienne. Elle me déteste tellement. Je n'arrive même pas à y croire encore aujourd'hui. Quand j'étais enfant, je pensais que c'était comme ça que la plupart des enfants étaient traités dans leur famille avec une mère célibataire. J'avais tort de croire une telle chose. Je ne sais pas pourquoi ma mère me haïssait autant. C'est peut-être parce que mon père l'a abandonnée à un si jeune âge alors qu'elle était enceinte de moi. Elle a beaucoup lutté pendant ses années de collège. Ma mère ne s'est jamais beaucoup occupée de moi. Elle ne s'occupait de moi que parce qu'elle était ma seule tutrice et qu'il était de son devoir de s'occuper de son enfant. Quand j'avais 5 ans, je suis allée à la plage avec ma mère et elle m'a laissée seule faisant des châteaux de sable. J'étais une petite fille. Comment pouvais-je savoir que ma mère me détestait tant et qu'elle essayait de se débarrasser de moi dès qu'elle en avait l'occasion? Ma mère a essayé de se débarrasser de moi à la plage. Pendant que je jouais, sans réfléchir, j'ai commencé à manger du sable et des pierres. Tout d'un coup, je me suis mise à tousser au même moment où ma mère essayait de s'échapper sans moi. Le surveillant de la plage a attiré l'attention de ma mère et l'a arrêtée. Il lui a dit qu'elle devait garder un œil sur son enfant et que je mâchais du sable. Je ne sais pas si c'était un coup de chance, mais j'ai toujours été secourue au bon moment. Puis ma mère s'est mise à faire semblant de s'inquiéter de moi en référant à la stupidité des enfants. C'est comme si elle devait être récompensée pour avoir fait de telles choses. Ma mère me laissait toute seule dans la maison. Elle me criait toujours dessus sans raison particulière, et quoi que je fasse, elle faisait toujours un tapage de toute situation. Elle travaillait comme directrice pour une entreprise d'automobile et était toujours occupée. C'était une femme très stricte lorsqu'il s'agissait de travailler et elle m'ignorait souvent lorsque je lui demandais de jouer. Elle était tout le temps énervée. Elle a également engagé quelques nounous pour moi pendant mon adolescence. Je ne pouvais pas croire que le travail était plus important pour ma mère que moi. Elle ne me donnait pas d'argent de poche, bien sûr, chaque fois que je lui demandais quelque chose. Elle commençait par me dire que j'étais une enfant si ingrate qui ne comprenait pas tous les sacrifices qu'elle faisait pour moi. Pour être honnête, j'essayais toujours d'aplanir la situation. J'ai vécu dans la misère toute ma vie pendant ces 17 années. Je supportais cet enfer, pensant que nous changerions un jour. Mais ce jour n'est jamais arrivé et ma relation avec ma mère s'est détériorée de plus en plus. Je ne l'aimais pas. La façon dont elle me traitait était totalement injuste. J'étais fatiguée de l'entendre crier, de m'engueuler sans raison. Maintenant, je suis habituée à ses cris et à sa colère. Quand j'ai eu 17 ans, j'étais en dernière année de lycée. Je voulais aller à une fête de fin d'année qui allait avoir lieu. J'ai donc demandé à ma mère si elle pouvait me donner de l'argent de poche pour m'acheter une belle robe de bal. Je lui ai expliqué la raison et tout ce qu'il en était d'une manière très respectueuse. Mais elle a réagi comme d'habitude. Et cette fois, elle a tout refusé et n'a pas été d'accord avec tout ce que j'ai dit. Elle a commencé à me reprocher d'être une telle honte pour sa famille. Si je n'étais pas née, elle aurait été beaucoup plus heureuse. À ce moment-là, elle vivrait une vie heureuse avec son mari et ses enfants. Si je n'avais pas été là, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma patience s'épuisait et j'étais furieuse de colère. Je lui ai demandé si j'étais une telle honte pour elle, pourquoi elle m'avait donné naissance et pourquoi elle ne m'avait pas simplement donné en adoption. Cela aurait été bien mieux que d'écouter ces paroles dégoûtantes tous les jours. Alors quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la maison de ma mère et j'ai commencé à attendre avec impatience d'aller à l'université. J'étais très bonne dans mes études. Alors j'ai obtenu une bourse, j'ai été acceptée dans la plus grande université de mon pays. J'ai vécu dans un dortoir pour ne pas gaspiller inutilement l'argent. J'ai également commencé à chercher un emploi à temps partiel et j'ai travaillé dans une épicerie pendant quelques mois parce que j'économisais de l'argent pour mes autres besoins. Comme je poursuivais mes activités dans le domaine de la mode et du design, j'avais toujours besoin de nouveaux vêtements et de matériaux de marque coûteux pour concevoir et réaliser mes projets. J'avais besoin d'une énorme somme d'argent à dépenser pour mes besoins en matière de conception de mode et de vêtements.
Littéralement, ma chambre était décorée avec tellement d'échantillons de modèles recréés que même mes camarades de classe étaient stupéfaits. Je m'intéressais beaucoup à la mode, alors j'y mettais tous mes efforts. J'avais pour objectif de devenir un magnat de la mode dans ma ville. Pendant tout ce temps, ma mère m'a appelé plusieurs fois pour me dire encore et encore qu'il valait mieux que je revienne à la maison, sinon elle me quitterait pour de bon et ne m'accepterait jamais comme sa fille. Après des mois sans se parler, elle m'a appelé pour me dire à nouveau ces choses terribles. Mais cette fois, je ne lui ai dit qu'une chose. Si elle ne pouvait pas aimer sa fille comme elle était, alors il valait mieux qu'elle me lâche. Et puis j'ai raccroché le téléphone. Elle ne m'a plus jamais contactée après cela. Et maintenant, je suis mes propres rêves. Je travaille dans une entreprise de mode. Je suis propriétaire d'une belle maison de 2 étages. Je n'ai plus besoin de ma mère. Je peux survivre sans elle parce que je sais que je mérite mieux. Racontez-moi votre histoire. Votre mère vous déteste-t-elle sans raison? Je veux dire, qui fait ça? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup lire vos conseils. Merci d'avoir écouté mon histoire. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres histoires comme la mienne. Ma mère est schizophrène. Elle avait été diagnostiquée lorsque j'avais 9 ans, et en ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Mais je voyais qu'il y avait des moments où ma mère ne quittait pas sa chambre. J'ai donc appris à me débrouiller seul. Mes parents sont divorcés, et lorsque j'allais chez mon père pendant les vacances d'été, je n'étais pas à l'aise parce que je savais que ma mère allait être seule et mal en point. Elle n'allait avoir personne pour la forcer à prendre ses médicaments, pour l'obliger à se doucher et pour l'obliger à sortir de son lit, ne fût-ce que pour sentir le soleil sur sa peau. Mon père s'inquiétait pour elle, mais il n'avait aucun droit sur elle. Il ne pouvait pas l'interner de force et ma mère refusait de signer les papiers. Elle détestait les hôpitaux. Plus le temps passait, plus je la voyais sombrer dans le néant. Elle devenait paranoïaque. Elle disait qu'on nous surveillait. Je me rappelle qu'une fois, elle avait cassé le téléphone que je lui avais offert parce qu'elle pensait qu'on était sur écoute. Lorsque j'étais plus jeune, elle m'avait emmené dans les bois pour nous cacher parce qu'elle croyait que des caméras avaient été installées chez nous. Je ne ramenais pas des amis à la maison. Je ne fêtais pas mes anniversaires et les rideaux de la maison étaient toujours fermés et les stores baissés. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai amené ma copine chez moi. On était ensemble depuis 2 ans, mais elle n'était jamais venue à la maison. Je lui avais parlé vaguement de ma mère. Je l'aimais vraiment, alors si on allait passer la vie ensemble, je pensais que connaître la vérité sur ma mère serait mieux. Je ne savais pas comment ma mère allait réagir. Jessie, ma copine, a proposé de faire à manger avec ce qu'on avait dans le frigo et j'ai accepté. On revenait d'un match de foot, je suis monté me doucher en la laissant en bas. Ma mère était dans sa chambre à ce moment-là et je savais qu'elle descendait très rarement ces derniers temps. C'était ces semaines où la maladie devient plus intense et qu'elle se referme sur elle-même. J'avais presque fini lorsque j'ai entendu des cris venant d'en bas. C'était Jessie qui hurlait. J'ai attrapé mon peignoir que j'ai enfilé en hâte et j'ai dévalé les marches 4 à 4 avec la mousse sur les cheveux. Lorsque j'ai franchi la porte de la cuisine, ma mère courait derrière Jessie brandissant un couteau et Jessie saignait. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle a couru vers moi et s'est cachée derrière moi. Ma mère s'arrêta net en arrivant devant moi. Elle m'a donné le couteau en disant qu'elle avait surpris ma copine en train de voler dans notre cuisine et elle n'arrêtait pas de répéter que Jessie était malfaisante. Elle s'est mise à délirer complètement et à hurler dans toute la maison. C'était vraiment effrayant pour Jessie. Je crois qu'elle n'était pas vraiment préparée à ça. Lorsque je lui avais dit que ma mère était malade, je ne pense pas qu'elle s'attendait à ça. Se faire courser dans la cuisine de son copain, ça peut traumatiser n'importe qui. J'ai eu du mal à la calmer et à la faire comprendre que Jessie était ma copine. Qu'elle ne travaillait pas pour le gouvernement et qu'elle ne voulait aucun mal. J'ai fini par y arriver et je l'ai raccompagnée dans sa chambre. La blessure de Jessie n'était pas profonde, mais elle était morte de trouille. Elle a refusé d'attendre en bas pendant que je finissais de prendre ma douche. Elle est entrée avec moi et s'est assise sur le couvercle de la cuvette de toilette. Et une fois sortie de la douche, j'ai pris une décision. Une fois que j'allais avoir 18 ans, j'internerai ma mère car je sais que c'est pour son bien. Elle aura accès à des soins en permanence et elle sera suivie par des spécialistes.
Je sais que je vais devoir user de la force. Mais je suis convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Jessie a approuvé ma décision. Elle a dit qu'elle me soutiendra quoi que je décide de faire. C'est exactement ce que j'ai fait et pendant 2 ans, ma mère ne m'a pas adressé la parole. Elle ne veut pas me voir lorsque je pars la voir et elle renvoie tous mes cadeaux. Je reste convaincu que c'était la meilleure chose à faire parce que je vois des changements dans son comportement. J'espère juste qu'un jour, elle comprendra ce que j'ai fait et qu'elle me pardonnera. Mon père n'est jamais allé voir ma mère depuis qu'elle a été internée. Il essaye de vivre sa vie de son côté. J'ai l'impression qu'il l'a délaissée. Il disait que c'était l'amour de sa vie. Lorsque j'étais petit, mon père m'avait raconté que ma mère avait exigé que je reste avec elle. Elle ne voulait pas qu'il m'emmène avec lui malgré sa maladie. Mon père disait que j'étais la raison pour laquelle ma mère se réveillait chaque matin. C'était pour moi qu'elle faisait des efforts. Lorsqu'elle avait été admise, elle avait du mal à me reconnaître du premier coup. Elle avait l'air de rien comprendre lorsque l'infirmière lui disait que j'étais venu la voir. Mais la dernière fois, elle m'a automatiquement reconnu en me voyant et pendant 1 minute, elle avait oublié qu'elle était en colère contre moi et nous avons parlé avant qu'elle ne se mette à bouder. Ça m'a vraiment fait rire. Pendant 1 minute, j'avais retrouvé ma maman. Elle boudait, mais elle avait quand même accepté de jouer aux cartes avec moi. Jessie avait fait des muffins et nous les avons mangés ensemble. Je lui avais aussi acheté le jus de fruits qu'elle adore. Jessie est enceinte. Et je veux qu'elle emménage chez nous. Il faut d'abord que j'en parle à ma mère avant. Je n'arrive pas à trouver le bon moment pour le faire, ni la meilleure façon d'aborder le sujet. Je ne sais pas comment elle va réagir. J'aime énormément Jessie, et j'espère que ma mère va être contente pour moi. Souhaitez-moi bonne chance. Je m'appelle Dorian, je suis architecte, et il y a maintenant 3 ans, quelque chose de vraiment étrange m'était arrivé. Je ne suis pas mariée, je vis avec ma sœur Ariana, qui fait ses études à l'université pour devenir vétérinaire, et je suis maman de 2 magnifiques petites filles que j'ai appelées Lily et Luna. Tout a commencé un jeudi du mois de novembre. J'avais une réunion importante au bureau à 11h pour défendre l'un des projets le plus importants de notre bureau d'études, mais il fallait que je dépose ma sœur à son université avant. Je n'ai donc pas eu le temps de prendre mon café du matin. J'avais les mains moites parce que c'était le premier gros projet que je défendais. Je me suis pointée au boulot avec 2 heures d'avance. J'ai préparé la salle de projection, je me suis entraînée, et lorsque j'étais sûre d'être prête, j'ai traversé la rue pour enfin prendre un café. En rentrant dans le bureau, la secrétaire m'a informé que j'avais reçu un colis, qu'elle a déposé sur mon bureau comme d'habitude. Je ne voulais pas l'ouvrir tout de suite pour ne pas me dissiper. J'attendais une grosse commande que j'avais passée sur un site en utilisant la carte cadeau que mon fiancé m'avait offerte. Oui, à ce moment-là, j'avais un fiancé. Et je me suis sorti le colis de la tête. Ma présentation a duré 1 heure. Ensuite, j'ai dû répondre aux questions des investisseurs. Et au final, j'ai gagné le projet. Ça représentait plusieurs millions de dollars. Lorsque les investisseurs sont partis, le responsable du bureau a ouvert plusieurs bouteilles de champagne et nous avons improvisé une petite fête. On riait, on s'amusait jusqu'à ce que mon collègue Danny nous demande de nous taire parce qu'il entendait des pleurs d'enfants. Et c'était vrai. Au début, nous avons cru que c'était la sonnerie de l'un d'entre nous parce qu'on a l'habitude de faire ce genre de blague. Mais au fait, le bruit venait de mon colis. J'étais choquée. Pendant 1 seconde, je suis restée comme pétrifiée. La secrétaire Elena a appelé la police et ils nous ont conseillé de ne rien toucher. Au bout de 30 minutes, ils étaient là avec une ambulance et lorsqu'ils ont ouvert le carton, il n'y avait pas un, mais 2 bébés. L'une pleurait et l'autre dormait profondément. En regardant le carton avec plus d'attention, je me suis rendu compte que certains détails ne collaient pas. Ce n'était pas le carton du site, mais plutôt un carton de déménagement. Il y avait des trous en bas, tout au long du carton, et le papier de la poste n'était pas collé dessus. Je me suis demandé comment j'ai pu rater ça. J'ai été conduite ou j'ai été interrogée. Lorsqu'ils m'ont montré les photos qu'ils avaient prises des enfants, je les ai tout de suite reconnus.
Je me souvenais d'eux parce que leur mère se tenait à la sortie du café en face de mon bureau pour mendier. Et j'avais tellement enregistré son visage que je lui donnais de l'argent sans même qu'elle le demande. Il y a 6 mois, mon père m'avait appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital. Il avait eu un accident de cheval et ça a failli le tuer. Il nous a demandé à ma sœur et moi de faire une bonne action pour remercier Dieu de l'avoir épargné. Et je me rappelle que ce jour-là, pour la première fois, j'ai parlé à cette dame. Elle m'a expliqué comment elle en était arrivée à mendier. Elle avait fait confiance à la mauvaise personne et elle a tout perdu. Elle vivait dans une sorte de camp de réfugiés et elle a laissé ses enfants à une vieille dame qu'elle payait $5 tous les jours. Nous sommes allés à un supermarché et nous avons acheté quelques trucs dont elle avait besoin et de quoi vivre pendant quelques semaines. J'aurais aimé faire plus, mais je ne pouvais pas. Je me suis rendue chez elle et eu un haut-le-cœur. L'endroit était pas du tout adapté pour des enfants en bas âge. Elle m'a alors dit que mendier, c'était sa dernière chance de s'en sortir, sinon elle mettrait fin à sa vie. Je lui ai demandé de passer me voir en cas de besoin et je lui ai laissé ma carte. J'ai appelé mon père pour lui demander s'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la ferme, mais il a dit non et que s'il changeait d'avis, il me le ferait savoir. Depuis, je n'avais plus vu cette dame à côté du café. J'ai donc pensé soit elle avait encore de quoi vivre, soit elle avait trouvé un emploi. Tout ce que je connaissais d'elle, c'était son prénom Isabelle, le camp de réfugiés dans lequel elle vit et qu'elle est d'origine italienne. Avec les policiers, nous nous sommes rendus dans son camp, mais elle n'était pas là. C'est la lettre au fond du carton qui m'a poussée à vous raconter tout ça, car dans celle-ci, elle me demandait de prendre soin de ses filles. Elle m'informait qu'elle allait mettre fin à ses jours. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai réfléchi le temps que les enfants ont passé à l'hôpital, c'est-à-dire 6 mois environ. Ensuite, j'ai dit oui, chose qui n'a pas plu à mon copain qui a décidé de me quitter. Mais je m'en fous parce que depuis 3 ans, je vis un bonheur sans pareil. Lily et Luna ont une joie de vivre qui remplit mes journées. Mon père et mes sœurs ont été surpris, mais ils ont fini par comprendre mon choix. Ariana n'arrêtait pas de dire que c'est de la folie, et en réfléchissant, je me rends compte que c'est peut-être le cas. Après plusieurs mois de recherche, la mère de mes filles a été retrouvée morte dans la rivière. C'est un pêcheur qui l'avait trouvée. Oui, je dis mes filles, parce que depuis 1 an, je suis officiellement leur mère devant la loi. Je vous ai passé les détails, mais je crois vous avoir raconté l'essentiel. Alors, Isabella, je prends et je prendrai toujours soin de ces 2 petits anges à qui tu as donné la vie. Tu peux reposer en paix. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai une histoire de princesse à lire. Au revoir. Je m'appelle Onyx, j'ai 17 ans. J'habite à Saint-Pétersbourg. Et la semaine dernière, je me suis fait opérer. Depuis, je ne dors plus. Le médecin m'a conseillé de ne pas dormir sur le ventre jusqu'à ce que la plaie sèche. Pourtant, je ne peux pas dormir, si ce n'est sur le ventre. Chaque soir, j'essaye de m'occuper comme je peux. Je regarde des séries japonaises sur ma tablette, j'écoute la musique, je traîne sur Internet et je joue aux jeux vidéo. Un soir, alors que je m'ennuyais, je me suis installée sur le balcon. Le ciel était clair et la lune était entière. J'étais plongée dans mes pensées lorsqu'un bruit attira mon attention. C'était le fils de mon voisin. Il s'appelle Jordan et je ne l'aime pas beaucoup. Je l'ai toujours trouvé un peu étrange et ce n'était pas la première fois que je le voyais rentrer en douce chez lui. Mais cette nuit, c'était différent. Son t-shirt était couvert de sang et il n'était pas seul. Il y avait un autre jeune garçon avec lui et ils semblaient se disputer. Jordan n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil inquiets aux alentours. Plus leur comportement était étrange, plus j'avais envie de savoir de quoi il s'agissait. Jordan sortit quelque chose de son sac et le rendit à l'autre jeune homme, mais celui-ci refusa de le prendre d'un geste brusque. Une mini-dispute s'engagea entre eux. Puis l'autre garçon s'avança vers les poubelles posées sur le bord de la route. Il jeta des coups d'œil à gauche et à droite, puis il jeta ce qu'il tenait à l'intérieur. Les nuages se dissipèrent un instant et je vis de qui il s'agissait. C'était Ivan Pavlovitch. Il est en terminale dans mon lycée. Jordan s'avança à son tour, retira son t-shirt ensanglanté, le roula en boule et le fourra dans la poubelle. Ils discutèrent encore pendant un moment, puis Ivan s'en alla.
Jordan escalada le mur de sa maison et se glissa dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il avait éteint les lumières. Je me suis alors précipitée dans ma chambre. J'ai enfilé mes chaussures et d'un pas claudiquant, la main posée sur ma plaie, je suis sortie de chez moi. J'ai traversé la rue déserte et j'ai ouvert la poubelle. J'ai récupéré le t-shirt et l'objet que Yvan avait jeté. C'était un couteau. Je les ai ramenés chez moi et j'ai tout mis dans une boîte à chaussures que j'ai rangée au-dessus de mon armoire. J'ai glissé sous les draps et après avoir observé les plafonds pendant un moment, je me suis endormie. Le lendemain matin, lorsque je suis descendue prendre mon petit déjeuner, ma mère m'a informé qu'Elena, la fille de Monsieur Jablonski, avait été retrouvée morte à 2 pas de chez elle. Elle avait été poignardée. J'étais pétrifiée. Je connaissais Elena. Elle était la baby-sitter de mon petit frère Pavel. Et nous étions amis. Je sais qu'il existe de coïncidences, mais ce que j'avais vu hier soir m'avait paru évident. Je pense que c'est mieux de demander des explications à Jordan avant de les dénoncer, Yvan et lui à la police. Le problème, c'est qu'il me fait peur. Et si je le dénonce et que je donne des preuves à la police, au moins je serai débarrassée de lui et ses airs de voyou. Mais après avoir appris la nouvelle de la mort d'Elena, plusieurs idées ont traversé ma tête. Je ne savais toujours pas s'il fallait que j'aille voir la police ou si je devais parler à Jordan. Nous nous sommes rendus à l'hôpital ce jour-là, et pendant un instant j'ai oublié l'histoire du couteau. J'ai attendu que ma mère aille au travail le lendemain pour aller frapper chez Jordan. C'est sa mère qui a ouvert la porte, et lorsqu'elle lui a annoncé que je le cherchais, il était tellement surpris qu'il pensait que sa mère faisait une farce. Il est sorti de chez lui et a refermé la porte derrière lui. Il me regarda sans dire un mot, et j'ai fini par rompre le silence. Je lui ai alors annoncé que j'avais récupéré le petit truc que son ami et lui avaient jeté dans la poubelle. Il a ouvert des yeux ronds et m'a saisi par le bras avant de me faire entrer de force chez lui. Nous sommes montés dans sa chambre qui était dans un désordre indescriptible. Des vêtements, des papiers, des chaussettes et des cartons de pizza jonchaient le sol. J'ai eu du mal à marcher pour me diriger au milieu de sa chambre. Il a fallu qu'il enlève une pile de vêtements sur une chaise de bureau pour que je puisse m'asseoir. Lorsqu'il se tourna enfin vers moi, Jordan avait l'air apeuré. Il m'a traité de stupide et de folle. Il m'a dit que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Il faisait les 100 pas dans la pièce en ébouriffant ses cheveux. Il n'en avait rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était la vérité. Il m'a demandé si j'avais parlé de ça à qui que ce soit et si quelqu'un m'avait vu pendant que je traversais la rue. Je lui ai dit que non, alors il s'est assis sur le lit et a commencé à me raconter ce qui s'était vraiment passé. Je savais qu'Elena faisait pas mal de petits boulots pour pouvoir payer ses études et c'est pour ça que ma mère l'avait engagée. Mais ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où elle était allée pour pouvoir se procurer de l'argent. Jordan m'a alors informé qu'elle était allée jusqu'à devenir escort girl. Au début, elle devait juste servir dans des réceptions privées, battre les cartes dans un casino ou accompagner quelqu'un à une réception, sans savoir comment elle s'était attirée des ennuis. Elle s'est mise à traîner beaucoup trop avec le chef d'un gang très connu. Et elle a été tuée par un gang rival par représailles. En fait, elle n'était qu'un dommage collatéral. Jordan et Yvan sont tombés sur elle par hasard. Elle était presque morte et en essayant de la sauver, Jordan avait retiré le couteau de sa poitrine pour essayer d'arrêter l'hémorragie pendant que Yvan appelait les urgences. Mais ça ne servait à rien. Sa blessure au poignard n'était pas la seule qu'elle avait. Elle avait le visage tuméfié et du sang lui sortait de la bouche. Elle était morte avant même que les secours n'arrivent. Et comme Yvan avait déjà été arrêté il y a moins d'1 semaine pour vol à l'étalage, il ne voulait pas qu'on le surprenne avec le cadavre d'une jeune fille avec son sang sur lui. Ils ont pris le couteau parce qu'il y avait les empreintes de Jordan dessus. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'aurais jamais cru que Jordan et Yvan soient capables de ça. Vu la réputation qu'ils ont dans tout le quartier, c'est vrai que personne n'aurait cru à leur histoire. Surtout qu'Elena était morte. Et qu'elle n'allait pas pouvoir témoigner en leur faveur. J'ai donc décidé de lui rendre le couteau pour qu'il s'en débarrasse. Lorsque je suis rentrée chez moi, le couteau avait disparu. Je ne pouvais pas demander à ma mère ou à mon frère parce que ça revenait à parler du couteau, chose que j'avais promis de ne pas faire. Pendant 2 jours, j'ai cherché le couteau en cachette et j'ai observé le comportement de tout le monde. Ma mère se comportait normalement et mon père aussi. C'est mon frère qui m'intriguait
mais en temps normal, c'est déjà quelqu'un de bizarre. Un soir, pendant que je jouais sur Internet, mon frère est venu me voir pour m'annoncer que c'était lui qui avait pris le couteau. Le soir où j'ai aperçu Jordan et Ivan par ma fenêtre, mon frère les avait vus aussi, et il m'avait vu descendre chercher le couteau. Il s'est alors glissé dans ma chambre et a pris le couteau et l'a nettoyé avec de la javel avant de le jeter dans la rivière en allant en cours. Apparemment, c'est des gens sur un forum qui l'ont conseillé de faire ça. Il paraît que l'eau efface toute trace sur les objets. J'espère que c'est vrai parce que si ce n'est pas le cas, et que un jour la police tombe sur ce couteau, alors nous serons tous dans la merde. J'espère juste que mon père sera envoyé dans un autre pays avant que ce jour n'arrive. Salut, moi c'est Sierra. Depuis maintenant une semaine,